Salut Axel. Salut Laurent. Alors aujourd'hui, tu voulais nous parler de la supervision. Voilà. Et la supervision commentée par un handicapé visuel, en plus. C'est rare. C'est ça, exactement. Et peut-être que derrière la vision, il y a la clairvoyance, sait-on jamais. Et ben voilà, et la clairvoyance chez quelqu'un qui effectivement a une vision euh, oculaire basse, c'est intéressant. Peut-être Alors, que le thème m'intéresse. qu'est-ce que tu Oui, pourrais nous dire vas-y. autour de la supervision, des superviseurs, la nécessité d'aller en supervision? Enfin là, je sais qu'il y a plein de thématiques qui te tiennent à cœur. Oui. Alors, donc, pour ceux qui écoutent et qui entendent peut-être ce terme pour la première fois, qu'est-ce qu'une supervision? Voilà. Donc, ce qu'on appelle d'habitude une supervision, c'est un accompagnement d'un professionnel par un autre professionnel. Ça, c'est un premier point. Et les deux professionnels, en général, sont dans le même domaine. Donc, il peut y avoir des supervisions dans plusieurs domaines. On pourra imaginer une supervision dans le domaine de l'accompagnement humain, la psychothérapie, mais on peut imaginer des supervisions dans le domaine technique, euh, entre un technicien débutant et un technicien chevronné. Voilà. En tout cas, ça concerne deux professionnels. Et une supervision, c'est une dynamique qui consiste en ceci. L'un des deux professionnels vient demander de l'aide ou du soutien à un professionnel, en général euh, plus expérimenté. Et ce dernier va aider celui qui fait une demande à, en général, éclaircir sa demande et trouver des solutions aux problèmes qu'il amène en supervision. Voilà. Alors déjà, dit comme ça, est-ce que ça te semble clair ou est-ce qu'il y a déjà un point que tu aimerais éclaircir? Moi, ça me paraît assez clair. J'aurais des... Oh, je te laisse continuer là. D'accord. Donc, alors tout ça pour dire aux auditeurs que la supervision également, c'est une fonction. Une fonction, ça veut dire, c'est une façon d'agir dans la relation, hein, comme je l'ai déjà dit, hein, soutien, expertise, questionnement, recherche d'options, enfin il y a plein de choses. C'est une fonction, mais c'est aussi un métier. Ça peut être un métier, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui spécifie un métier, hein, par rapport à une fonction? Ce qui spécifie un métier, c'est qu'on est formé dans un domaine, formé spécifiquement. Exemple, un métier de médecin généraliste, eh ben, on a une formation de médecin généraliste. Voilà. Mais par exemple, un médecin généraliste ou un psychiatre, par exemple, qui est formé à la psychiatrie, peut avoir diverses fonctions. Par exemple, un psychiatre peut être chef de service dans un établissement, c'est une fonction. Il peut être consultant auprès d'un organisme, c'est une fonction. Il peut être expert auprès des tribunaux, c'est une fonction. Il peut être accompagnateur de patients et distributeur de médicaments et de posologie diagnostique, c'est une autre fonction. Donc, le même métier, un métier, se différencie d'une fonction. Donc, superviseur, c'est aujourd'hui un métier. Avant, ça a été une fonction pendant longtemps. C'est-à-dire que c'était une fonction qui était dédiée à des experts dans leur domaine. Je vais revenir dans le domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire l'accompagnement, la psychothérapie. Pendant longtemps, je pense notamment aux psychanalystes, hein,
eh bien, devenait superviseur un psychanalyste chevronné, ancien, qui parfois avait été formateur, et du fait de son ancienneté, de son expertise, il devenait superviseur auprès voilà, de collègues plus jeunes, moins expérimentés, sans pour autant avoir une formation à la supervision. Alors aujourd'hui, il y a certaines approches, dont une que je connais très bien, qui est l'analyse transactionnelle, mais ça existe dans d'autres approches, pour lesquelles il y a une formation spécifique à ce métier de superviseur. Voilà, avec même un diplôme de superviseur. Ça aussi, c'est une chose qui différencie les fonctions des métiers, hein. Un médecin peut être chef de service, il n'y a pas un diplôme de chef de service. Par contre, il existe maintenant des diplômes de superviseur. Voilà. Donc, on est à l'heure actuelle dans une situation, en tout cas en France, dans laquelle il y a à la fois des diplômes de superviseur dans certains domaines et des fonctions de superviseur. Donc, on est à cheval sur les deux options en France, selon les approches. Voilà, à ma connaissance, par exemple, en psychanalyse, il n'y a pas de diplôme de superviseur, c'est une fonction. Et il y a d'autres approches, comme l'analyse transactionnelle, où il y a un diplôme de superviseur. Alors, je fais une pause pour voir si tu as une remarque ou une question, ou si ça te semble clair, ça aussi. En fait, je serais assez curieux de savoir, de rentrer dans la supervision, en fait, par rapport à la psychothérapie. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire Alors, là-dessus? voilà, donc évidemment, je voulais dire ça d'abord parce que, justement, pour répondre à ta question, ça suppose de comprendre que la supervision, c'est un métier. Et à ce titre-là, qu'est-ce qui spécifie un métier? C'est comme en linguistique avec les phonèmes, avec les sèmes, ça ne parle pas à ceux qui sont linguistes. Ce qui spécifie un métier, c'est en quoi il est différent d'un autre métier. Voilà. Superviseur en psychothérapie, c'est différent de psychothérapeute et c'est différent de formateur. Donc, un superviseur ne fait pas de formation, enfin, pendant qu'il supervise, il n'est pas en train de faire une formation et il n'est pas en train de faire une psychothérapie. Donc, je vais d'abord commencer par dire ce que n'est pas un superviseur, justement, quand il travaille. De mon point de vue, mais du point de vue de tous les analystes transactionnels et de tous ceux qui ont profondément travaillé ce que c'est la supervision. Certains pourront ne pas être d'accord avec ce point de vue, hein, ça peut se discuter. Mais en tout cas, voilà un point de vue. C'est que quand on supervise quelqu'un, le but étant de l'accompagner dans l'amélioration de ses compétences professionnelles. C'est différent d'une posture de psychothérapeute, puisque le psychothérapeute n'a pas pour fonction d'améliorer quelqu'un, si on peut dire, dans sa posture professionnelle. Le psychothérapeute est là face à une demande qui est bien plus large que ça, et qui en général est une demande relative à une instabilité intérieure, une difficulté personnelle, qui bien sûr, comme toutes les difficultés, peut retomber sur toutes les sphères de la vie, y compris professionnelle, mais le psychothérapeute n'a pas pour fonction unique et principale d'améliorer les compétences professionnelles de quelqu'un. Donc voilà une première différence avec un psychothérapeute. Deuxième différence, c'est que le superviseur n'est pas un formateur. Pourquoi? Un formateur, en général, vient avec son programme. Il vient avec un but qui est enseigner quelque chose. D'ailleurs, on prend un catalogue de formation, il y a un titre, voilà, tous les formateurs, ils viennent et ils vont enseigner
l'un va enseigner le transfert, l'autre va enseigner l'identification, l'autre va enseigner la psychopathologie, bref. Un formateur vient avec un objectif qui est de partager un contenu qu'il a préparé, travaillé. Après, chacun a sa technique, bien sûr, mais il vient avec un but qui est de permettre à un auditoire d'intégrer un contenu sur une thématique spécifique. Ce n'est pas du tout le but d'un superviseur. Donc, un superviseur n'est ni un psychothérapeute, ni un formateur. Alors, quand je dis ça, je fais encore une pause pour voir si tu as envie de réagir. Je voyais un petit point où, effectivement, le superviseur n'est pas un formateur, et pourtant, le supervisé, j'ai l'impression que la supervision participe à sa formation, on va dire une sorte de formation continue, liée à ce qu'il traverse, à ses expériences vécues, etc. Donc, je trouvais ça peut-être intéressant à souligner. Oui, oui, c'est très juste. La supervision participe à la formation continue, mais de la même manière que si, prenons le cas des psychothérapeutes, si le psychothérapeute fait un travail personnel, ça participe quelque part à sa formation continue. Et je dirais même plus, si le psychothérapeute fait des expériences de vie enrichissantes, ça va contribuer à sa formation continue. Exemple, s'il s'engage dans la musique et qu'il apprend la musique, qu'il participe à une chorale, eh ben c'est certain que d'une manière ou d'une autre, mais c'est spécifique à ce métier-là, eh bien, ça va participer à sa formation continue. Parce que ce qui est spécifique au métier de psychothérapeute, c'est que développer les compétences à être un être humain participe à la formation continue de tous les psychothérapeutes. Donc, c'est un peu particulier. Voilà. Alors, j'entre un peu plus dans les détails pour ceux qui écoutent. Voilà. Que fait un superviseur avec qui? Est-ce qu'on appelle ça un élève? Est-ce qu'on appelle ça un client? Est-ce qu'on appelle ça… Eh bien, chacun va mettre le mot qu'il veut. Moi, j'ai envie de dire avec un collègue. Voilà, avec un collègue. Alors, bon, déjà, précisons que les supervisions peuvent se pratiquer en individuel et en groupe. On ne l'a pas dit encore, je n'ai pas encore dit, mais ça, c'est un élément important parce que ça change la dynamique de travail. Dans la supervision en groupe, il va y avoir un enrichissement très spécifique puisque les collègues vont écouter d'autres collègues et s'enrichir déjà en écoutant les autres collègues travailler. Voilà. Ils vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas les seuls à avoir le même genre de problème. Ils vont s'apercevoir qu'il y a des solutions auxquelles ils n'avaient pas pensé par rapport à leurs difficultés, etc. Donc, c'est passionnant. Et puis, il y a les supervisions individuelles qui ont un caractère plus intimiste et plus parfois personnellement profond, ce qui est normal puisque il y a un ratio de confiance qui est plus puissant en principe en individuel qu'en groupe, puisqu'on a le collègue n'a à offrir sa confiance qu'à une seule personne, le superviseur. Sinon, évidemment, il est invité à proposer sa confiance à 3, 4, 5, 6 personnes, et c'est un peu plus compliqué, évidemment. Donc, c'est un peu plus intimiste en général en individuel. Encore une respiration pour voir si tu as une remarque là-dessus avant que j'aille plus loin. Vas-y, je t'écoute. OK. Donc, que se passe-t-il dans une supervision pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, le collègue vient, on va prendre les supervisions individuelles. Et en général, il vient avec une situation qu'il a envie de partager, situation d'accompagnement, hein, on est dans le cadre de la psychothérapie, une situation d'accompagnement pour laquelle il y a une énigme à résoudre. Et ça, c'est passionnant parce qu'on entre dans le Sherlock Holmisme, hein, et, voilà, ou le Agatha Christie, hein, c'est-à-dire que le collègue vient, il y a un récit, il y a une histoire, il y a une aventure,
et il y a un mystère quelque part, à un ou plusieurs endroits. Et comme dans Sherlock Holmes, Agatha Christie, il y a évidemment, il y a de la mort, il y a de la souffrance, il y a de l'aventure, il y a du suspense, il y a de la culpabilité, il y a de la fuite, il y a tout ce qu'il y a dans un vrai polar, quoi. Voilà. Il y a de la blessure, il y a de la recherche, il y a des indices. C'est un polar. On peut le voir comme ça. Donc, le collègue vient avec un polar. Un polar qu'il raconte au superviseur et un polar dans lequel il y a un client qui joue un rôle principal, mais aussi il y a la famille du client qui joue des rôles secondaires. Et puis, il y a lui-même qui joue aussi un rôle important, parfois, dans ce polar, évidemment. Il raconte ce polar et la première chose qu'on va souvent faire dans la supervision, c'est d'abord accueillir le récit. C'est un élément quand même très important. Et ça c'est un point commun avec la psychothérapie, par contre, c'est l'accueil du récit et l'accueil de l'ambiance du récit, l'ambiance émotionnelle du récit. Parce que ça peut donner déjà des indices sur les énigmes. Si le récit est empreint d'éléments de culpabilité ou empreint, on va dire, de flou, de blanc, empreint d'hésitation, empreint de colère, ça donne une ambiance déjà et des indices sur ce que nous aurons besoin de découvrir par la suite. Après cet accueil du récit, indispensable, il va être utile et nécessaire avec le collègue de se demander ce qu'il veut de la supervision, qu'est-ce qu'il en attend, quelle est sa priorité, parce que comme dans toute énigme, je pense aux jeux de rôle avec ça, les fameux jeux de rôle pour ceux qui connaissent. On peut choisir une route ou une autre pour aller vers la zone mystérieuse. Et évidemment, c'est au collègue qui vient en supervision de se dire bah, c'est cette route-là que moi j'ai envie de commencer à emprunter pour l'aventure. Donc la deuxième étape, c'est de choisir une route praticable par le collègue, que lui choisisse une route praticable. Ça ne veut pas dire que ça sera la route la plus courte, mais ça va être la route la plus praticable pour lui. Car quel intérêt de choisir une route plus courte si elle n'est pas praticable? Aucun intérêt. Donc le collègue va choisir une route praticable, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une direction, un objectif, voilà, un but à atteindre, une question à résoudre. Ça peut se formuler sous la forme d'une question. En tout cas, moi j'aime bien aider à formuler sous forme d'une question. Pourquoi? Parce que dès que quelqu'un pose une question, ça stimule le cerveau. Si par exemple, aux auditeurs qui écoutent, je leur dis, tiens, faisons une pause. Qu'avez-vous compris de ce qui s'est dit depuis le début? Donc, je pose une question. Et bien, ça va obliger le cerveau à devenir actif. Tiens, au fait, oui, qu'est-ce que j'ai compris depuis le début? Donc, je vais être obligé, moi, de rassembler des éléments et de commencer à prioriser, faire une synthèse. Donc, une question génère forcément de l'activité, de l'action. Donc, ça prend souvent la forme d'une question, le début de cette route. Voilà. Donc, avec l'élève, on va élaborer une question prioritaire relative à ce récit. Et ensuite, on va commencer la route pour résoudre la question, évidemment. Et en commençant à résoudre la question, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons rencontrer des obstacles à la résolution de la question. Quels obstacles? Eh bien, des obstacles intellectuels, mentaux, on va dire,
Parfois, à l'élève, il lui manque quelque chose, une information, comme dans les jeux de rôle. Pour aller plus loin, il lui manque une info. Il y a une compréhension sur la relation entre deux infos. Donc ça, c'est cognitif. Et le superviseur sera là pour l'aider à créer le chemin entre les infos afin de les corréler ensemble pour qu'elles aient du sens. Parfois, il devra lui donner une info. S'il ne l'a pas, il est important qu'il l'ait pour avancer. Ça, ce sont les obstacles cognitifs. Après, il y a les obstacles émotionnels. Parce que sur ce chemin, évidemment, il peut y avoir des passerelles émotionnelles piégées, des mines émotionnelles, des rivières émotionnelles à traverser avec des courants émotionnels. L'élève peut éprouver de la colère, de la tristesse, de la culpabilité dans ce récit, et son client peut en éprouver aussi. Et donc, on devra tenir compte de tous ces obstacles émotionnels qui sont à la fois des obstacles et des indices. C'est ça qui est intéressant dans ces éléments. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit pour le cognitif, mais c'est pareil en général. Et c'est ça qui est passionnant, cette énigme. Et c'est vrai pour les polars également. En général, tout obstacle est un indice. Voilà. Dans les polars, quand le héros se heurte à un obstacle qui est que son chef, par exemple, ne veut pas lui donner certaines infos par rapport à une enquête, ça lui met la puce à l'oreille, c'est un indice. Il dit, tiens, c'est bizarre. Pourquoi la personne qui devrait me donner des infos ne m'en donne pas? C'est un obstacle, mais en même temps, c'est un indice. Voilà. Ou il se fait agresser par quelqu'un dans la rue alors qu'il commence son enquête, c'est un obstacle, mais en même temps, ça devient un indice. Parce qu'il va peut-être mettre la personne KO, il va dire, tiens, il va fouiller ses vêtements, il va, tiens, c'est telle personne, tiens, d'où elle vient, pourquoi elle m'a agressé? Ah, ah. Donc, dans cette recherche, tout obstacle est un indice. Donc, les obstacles émotionnels, pour revenir au second type d'obstacle, ce sont des indices. Pourquoi la colère? D'où vient-elle? Comment a-t-elle commencé? Pareil pour n'importe quelle émotion, je ne vais pas répéter, mais voilà. Tiens, culpabilité, d'où vient-elle? Pourquoi? Quelle intensité? À qui appartient-elle? Au client? Quelqu'un de sa famille? Le collègue? Obstacle émotionnel. Donc, obstacle cognitif, obstacle émotionnel. Et puis, parfois, il y a d'autres types d'obstacles qui sont des obstacles liés à un manque de formation. Ça peut arriver chez l'un des élèves. Manquant de formation, évidemment, il va commettre certaines erreurs techniques. Donc, ce sont des obstacles, on va dire, techniques, qui vont ralentir le processus ou l'amener vers des zones, des impasses. Et là, c'est un peu comme dans les polars. C'est vrai que le héros, parfois, peut aller dans une impasse, va être amené dans une impasse s'il lui manque une formation dans le domaine particulier. Donc, il peut y avoir des obstacles techniques. Et là, en général, ça veut dire que le superviseur va aider l'élève à repérer les obstacles techniques et éventuellement l'encourager à se former sur une technique particulière. Prenons un exemple concret. L'élève, avec son client, s'aperçoit qu'il y a des problèmes corporels importants, des tensions corporelles chez le client. Il y fait référence souvent. Et le psychothérapeute écoute ça, mais ça tourne un peu en rond. Et nous nous apercevons en supervision qu'une route qui pourrait être efficace serait que le psychothérapeute intervienne sur le plan corporel avec son client.
Sauf que le psychothérapeute n'a aucune formation dans le domaine de l'intervention psychocorporelle. C'est un obstacle. Dans ces cas-là, le superviseur, c'est son rôle de dire à cet élève, écoute, peut-être pourrais-tu te former un peu dans un séminaire quelconque de ton choix sur le domaine des interventions psychocorporelles, afin d'ajouter cette corde à ton arc pour améliorer la richesse de tes interventions. Donc voilà, parfois il y a des obstacles qui sont tout simplement techniques. Parce que les clients font des demandes très variées, ont des besoins extrêmement variés, et le problème, c'est que quand un psychothérapeute n'a qu'une seule technique, eh bien, il emploie sa technique. Et comme dit un célèbre dicton, quand on n'a qu'un marteau dans la main, eh ben, tout se transforme en clou. Voilà. Ce qui est un peu embêtant. Alors que si on a un marteau, une scie et bien d'autres outils, eh ben, l'univers autour de nous devient beaucoup plus riche. Et on peut intervenir de façon beaucoup plus variée. Donc, obstacle cognitif, obstacle émotionnel, obstacle technique, et parfois, il y a des obstacles éthiques, ça arrive aussi, c'est-à-dire que l'élève, pour des raisons variées, ça peut être manque de lucidité, manque de formation ou problème personnel, va voir son accompagnement freiné parce que il n'est pas ajusté sur le plan éthique dans son intervention. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un problème éthique? C'est quand l'élève, quand le psychothérapeute va intervenir auprès de son client alors qu'il ne devrait pas le faire de cette manière-là. Alors justement, je vais prendre le même exemple que l'intervention psychocorporelle. Imaginons un psychothérapeute qui s'aperçoit que son client a besoin d'un travail psychocorporel, mais qui n'est pas du tout formé dans le domaine et qui va improviser d'intervenir sur un plan corporel avec son client, alors qu'il n'est pas du tout formé là-dedans, qu'il n'a aucune idée des prudences que ça demande, eh bien, il va y avoir un problème, bien sûr technique, mais aussi un problème éthique. Éthique parce qu'il va dépasser les frontières de sa compétence. Il y a toujours un problème éthique quand un psychothérapeute dépasse les frontières de sa compétence ou dépasse les frontières de la demande de son client. Donc, pour le deuxième aspect, je donne un exemple. Imaginons un client qui demande, parce qu'il a besoin de ça, il vient pour ça, mettons, et demande un travail de clarification sur la relation qu'il a, mettons, avec son fils. C'est sa demande. Et puis, le psychothérapeute va, parce que lui trouve ça important, utile, intéressant, orienter vers un travail de couple, insister pour que le client travaille en couple et commencer, car il y a beaucoup d'influence et de pouvoir d'influence chez un accompagnant, et commencer un travail d'accompagnement de couple, alors que le client n'a pas demandé. Il n'est pas venu pour ça. Donc là, il y a aussi un problème éthique parce que le psychothérapeute aura dépassé les frontières du contrat et de la demande de son client. Et surtout en insistant éventuellement. C'est surtout ça. Donc, dès qu'il y a un dépassement des frontières, il y a un problème éthique possible. Possible, hein, je n'ai pas dit certain, mais vraiment possible, à vérifier. Donc, il y a tous ces obstacles-là qui sont à repérer dans la supervision avec le collègue. Et évidemment, le travail du superviseur consiste non seulement à repérer avec l'élève, avec le collègue les obstacles,
mais évidemment de l'aider à les dépasser dans le cadre de la question et de l'énigme qui a été posée. Allez, une respiration, une petite pause pour voir ce que ça éveille en toi, aussi ce premier débriefing. En fait, ce que ça réveillait en moi, c'est la posture du superviseur. C'est-à-dire que quand je t'écoute, je pourrais imaginer, j'ai quelques réponses évidemment, mais je pourrais imaginer un superviseur sachant, un peu hautain, qui va donner des réponses, qui va peut-être juger en disant là, t'es pas éthique, etc. Donc j'aurais été curieux que tu précises quelle est la posture d'accompagnement en tant que superviseur par rapport à son collègue, comme tu dis. Alors j'aime bien ta question parce que dans les temps anciens, je dis ancien parce que maintenant je suis un ancien pratiquant de la psychothérapie, hein, ça fait 35 ans que j'exerce en libéral. Dans l'ancien temps, les superviseurs s'appelaient des contrôleurs, notamment en psychanalyse, mais même ailleurs, on pouvait parler de contrôle. Et il est vrai qu'il y a une ambiguïté dans la posture de superviseur entre la posture de contrôle et la posture de soutien ou d'accompagnement. Cette posture est différente selon les écoles, parce qu'il y a des écoles dans lesquelles le superviseur a plus une posture de contrôle. C'est-à-dire qu'il est vraiment là pour contrôler la qualité du travail de l'élève, dans le bon sens ou dans le mauvais sens du terme, mais de contrôle dans le sens qu'il va vérifier avec lui si il ne met pas son client ou lui-même en danger, par exemple. Donc c'est du contrôle. Ce n'est pas uniquement de l'accompagnement. Et si, par exemple, il s'aperçoit qu'il met son client en danger, il va le lui dire et clairement chercher un chemin pour que cette mise en danger s'arrête. Et si l'élève n'entend pas le chemin qui est proposé, qui se met en place, c'est clair que ça fait partie du boulot du superviseur de demander clairement à l'élève de faire ceci ou cela pour protéger son client. Autrement dit, de lui faire confiance et de l'écouter et quelque part, même si on met des guillemets, de lui obéir provisoirement en faisant confiance à son expertise pour protéger son client. Donc, il y a parfois une posture de contrôle comme ça. Exemple, un superviseur pourrait dire à un élève, ah non, ce client, vu que tu es en train de débuter ton travail, je te conseille de ne pas le prendre. Voilà. Ou s'il l'a déjà pris, eh ben, écoute, organise-toi pour clôturer proprement avec ce client et l'envoyer avec un collègue parce que là, je pense que il est en danger avec toi parce que tu débutes ton travail et ça demande vraiment quelqu'un d'expert pour ce client-là. Donc le contrôle n'est pas négatif dans ce sens-là puisque c'est une protection. Il serait négatif s'il était une forme de persécution débouchant sur un rejet de l'élève, une stigmatisation de l'élève, le fait de lui retirer une certification, si c'était possible. Bon, là, on déboucherait sur la persécution. Mais en général, c'est du contrôle protecteur. Et puis, il y a des superviseurs qui sont plus sur l'autre versant. J'insiste, c'est un continuum. Hein. C'est pas binaire. Hein. C'est pas les superviseurs ou contrôleurs ou soutien et accompagnement, mais c'est un continuum. Et donc, chacun superviseur est amené à se poser, est invité à se poser sur ce continuum. Et dans l'autre continuum, dans l'autre bout, ce sont plutôt des superviseurs qui ont pour projet d'aider au développement personnel du professionnel. Hein, par tous les moyens de questionnement divers.
vont l'aider à développer ses potentiels. Si je caricature dans un axe, enfin, à un bout du continuum, c'est très proche, beaucoup plus proche du formateur qui donne des notes, et à l'autre bout du continuum, c'est plus proche du psychothérapeute qui accompagne présence personnelle dans la psychothérapie. Sauf que, pour moi, le superviseur, mais ça c'est ma position personnelle, c'est quelqu'un qui doit être dans une position médiane, justement, qui donne une position médiane d'emblée. Surtout pas à un pôle et surtout pas à l'autre pôle, complètement figé. Mais dans une posture médiane et en fonction du niveau de l'élève, en fonction d'où il en est dans son développement personnel, en fonction de la situation avec son client, il va plutôt aller d'un côté ou de l'autre ou rester dans la position médiane. Voilà. Voilà comment j'ai envie de répondre pour l'instant à ta question. As-tu envie de réagir et comment à cette première réponse? Non, ça me paraissait complet en fait. J'aime bien effectivement cette position médiane dont tu parles. Comme tu parlais d'éthique, je me disais, mais est-ce que finalement, ne pas aller en supervision quand on est psychothérapeute, est-ce que c'est vraiment éthique? J'ai eu un début de réponse. Et si ce n'est pas éthique selon toi, en quoi c'est pas éthique? Merci pour cette excellente question encore, Laurent. Alors, là aussi, je ferai une réponse nuancée. Parce que le problème de l'éthique, ce mot éthique, c'est qu'il peut être utilisé par des personnes comme une espèce de fouet qui signifie un jugement de valeur. J'ai déjà malheureusement entendu des collègues utiliser ce mot-là sous forme parentale, comme on dirait, en accusant quelqu'un. Tu n'es pas éthique, ce n'est pas éthique ce que tu fais. Et je trouve que c'est totalement inadapté d'utiliser ce mot comme une culpabilisation, comme un fouet pour battre l'autre, de ne pas être dans les rails que nous, on estime être éthiques. Parce qu'évidemment, c'est toujours la personne qui s'estime éthique qui critique l'autre de ne pas l'être. Hein. Et évidemment, questionnons-nous là-dessus. Voilà. Qui a le privilège, qui estime avoir le privilège d'avoir de son côté l'éthique avec un grand E, hein. Point d'interrogation. C'est un bémol non négligeable, hein, ce que je suis en train de dire. Au-delà de ça, mon opinion est la suivante, c'est que la supervision, la nécessité de supervision est variable selon les gens, selon les praticiens. Pourquoi? Parce que selon l'évolution du psychothérapeute, il n'aura pas besoin ni de la même quantité, ni de la même qualité de supervision. Ce que je veux dire par là, c'est que simplement un débutant en psychothérapie, c'est évident que s'il ne se fait pas superviser, il va mettre en danger ses clients et lui-même. C'est une évidence. Et donc, à ce titre-là, ce n'est pas éthique pour un débutant de ne pas avoir de supervision régulière, de mon point de vue. Par contre, plus ce débutant va se professionnaliser, devenir expert dans son domaine, dans son approche, se développer personnellement, et moins il aura besoin d'une supervision régulière. C'est logique. Pourquoi? Parce qu'il aura acquis des éléments techniques et il les aura intégrés, parce qu'il aura acquis une meilleure clarté de ce qu'il fait au niveau cognitif et l'aura intégré, parce qu'il aura travaillé sur lui de plus en plus et aura mieux géré et observé son transfert, son contre-transfert, parce qu'il sera de plus en plus clair sur les frontières de son intervention, de ses interventions. Donc, au fil des années, il aura de moins en moins besoin
de supervision régulière, c'est une évidence. Voilà. Et par contre, il aura besoin de supervision quand il rencontrera une difficulté spécifique qu'il n'aura jamais rencontrée, par exemple. Ou bien quand il s'ennuiera dans un travail, ou bien quand il aura personnellement envie de creuser un point précis, à ce moment-là. Et à ce moment-là, il fera une demande de supervision ponctuelle pour une séance de supervision ou une série de supervision, 3, 4 séances de supervision sur un point précis ou par rapport à un client précis. Voilà. Et au fil de son expertise, de son développement professionnel, il pourra même développer la capacité à une auto-supervision, ce qui est l'idéal, évidemment. C'est la capacité à se poser, hein, et à mettre en place des outils pour une forme d'auto-supervision qui complétera des supervisions ponctuelles qu'il pourra avoir besoin de demander parfois. Ce que je voulais surtout dire dans un premier enregistrement sur la supervision, c'est insister sur l'aspect professionnel de ce métier, que ça ne s'improvise pas, puisque on peut apprendre à accompagner un professionnel et apprendre quels sont les écueils à éviter pour l'accompagner. Donc ça, je voulais surtout dire ça, et peut-être faire passer le côté passionnant de ce que peut être un accompagnement en supervision. Pour un superviseur déjà, c'est passionnant. C'est passionnant parce que je disais, on assiste à une énigme policière à dénouer, de la même manière que le psychothérapeute avec son client assiste aussi à une énigme à dénouer, quand le client vient de lui raconter ses histoires. Hein. Mais ce qui est passionnant pour un supervisé, avec un superviseur, c'est de découvrir des potentiels qu'il a en lui que parfois il ignore. Et de modifier son cadre de référence de telle manière qu'il va découvrir que ce qu'il croit être des obstacles sont des indices. Et exemple, le contre-transfert. Ce que je vis à l'intérieur de moi, qui m'empêche de faire quelque chose avec mon client, c'est passionnant pour un psychothérapeute de découvrir que c'est un indice de quelque chose et en quoi c'est un indice et comment il va pouvoir l'utiliser comme outil. C'est vraiment passionnant. Du coup, tout ce qui paraît sombre devient en fait une lumière dont on n'a pas vu l'origine. Voilà. Et j'ai envie de conclure là-dessus.